Partir en Europe, c'est un rêve pour beaucoup de monde. Mais un détail oublié peut transformer ce rêve en cauchemar. Imaginez, vous traversez l'Arc du Triomphe sans savoir que la priorité ne fonctionne pas comme chez nous. Un chaos total, klaxons, des voitures partout et vous au beau milieu complètement dépassé. Ou encore, vous planifiez un voyage de 4 mois en Europe sans réaliser que la limite de 90 jours dans l'espace Schengen pourrait vous coûter une amende salée ou encore pire, un refus d'entrée la prochaine fois. Ces petits détails souvent oubliés peuvent vraiment changer un voyage. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que ces situations-là se préviennent facilement si on sait quoi faire. Aujourd'hui, on vous donne 10 conseils essentiels que la plupart des voyageurs oublient pour rendre votre voyage en Europe plus simple, plus agréable et encore plus mémorable. Restez avec nous jusqu'à la fin. Vous repartirez avec un plan clair pour profiter au maximum de l'Europe sans stress et en toute confiance. Salut, nous c'est Caroline et Yann, conseillers en voyage. Après avoir exploré près de 25 pays et fait des rencontres marquantes, on a décidé de savourer pleinement notre passion, le voyage. Notre objectif est simple, vous aider à vivre comme nous des expériences inoubliables. Sur cette chaîne, on va vous partager nos meilleurs conseils, nos itinéraires, nos bons plans pour que vos voyages soient simples, authentiques et surtout mémorables. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos pratiques et inspirantes. Allons-y! Premier conseil, être prêt à conduire en Europe. Conduire en Europe, ça peut être un vrai plaisir, à condition d'être bien préparé. Donc, il est important de savoir que les limites de vitesse changent d'un pays à l'autre et parfois même selon la météo. Par exemple, en France, sur l'autoroute, on peut passer de 130 à 110 km s'il pleut. Aussi, les ronds-points sont partout. Mais attention, la priorité à la personne qui entre existe encore dans certains endroits, comme le rond-point de l'Étoile dont Yann parlait tantôt. Un vrai défi. Il faut aussi connaître les zones à faible émission présentes dans plusieurs grandes villes comme Paris, Milan ou Barcelone. Ils interdisent ou limitent l'accès aux voitures jugées trop polluantes. Parfois, il faut même commander une vignette écologique ou enregistrer sa plaque en ligne. Oui, et attention, la plaque de voiture de location n'est pas systématiquement enregistrée. Certaines agences s'en occupent, mais vraiment pas toutes. Donc, demandez-leur avant. Vous pouvez aussi le faire vous-même sur le site officiel de la ville, sinon une amende garantie. Et souvent, des frais supplémentaires sont aussi ajoutés par l'agence de location. Enfin, pensez au permis international. Il est requis dans plusieurs pays européens si votre permis n'est pas dans la langue locale ou en anglais. Les agences de location de voitures ne le demandent pas toujours au comptoir, mais en cas de contrôle routier, ça peut créer un sérieux problème. L'obtenir est simple et peu coûteux au Canada et il est valable pour 1 an. Notre recommandation, ayez-le toujours avec vous, en plus de votre permis national. Conseil numéro 2. Connaître les règles de séjour dans l'espace Schengen. L'espace Schengen regroupe aujourd'hui 27 pays européens sans frontières intérieures. Ça veut dire que vous pouvez voyager entre chacun des pays sans contrôle de passeport. Ça ne veut pas dire que vous pouvez rester indéfiniment. Pour les Canadiens et autres voyageurs hors de l'Union européenne, la règle est claire. 90 jours maximum sur une période de 180 jours. Et ce n'est pas 90 jours par pays, c'est un total global pour tout l'espace Schengen. La règle fonctionne en fait comme une fenêtre glissante. Donc, chaque jour, on va regarder les 180 jours précédents. Donc, si vous avez cumulé 90 jours, vous êtes en infraction. Je vais vous donner un exemple concret. Vous arrivez en France le 1er janvier et vous restez 60 jours. Vous partez ensuite au Royaume-Uni pour 60 jours, le Royaume-Uni qui est hors Schengen. Vous revenez ensuite en Espagne le 1er mai. On va regarder les 180 jours qui précèdent, donc du 3 novembre au 1er mai. Vous avez déjà 60 jours dans l'espace Schengen. Donc, il vous reste juste 30 jours de disponibles avant d'atteindre la limite. Comme je mentionnais, le Royaume-Uni est hors Schengen, l'Irlande aussi. Les jours qui sont passés là-bas ne comptent donc pas. Le Royaume-Uni permet un séjour touristique de 6 mois et l'Irlande jusqu'à 90 jours. Quelques conseils. Tenez un calendrier précis de vos entrées et sorties. Utilisez une application de calcul de jours Schengen et gardez des preuves de sortie comme des billets d'avion ou des tampons dans le passeport. Parce qu'en cas de dépassement, les risques sont réels. Il y a des amendes, des interdictions temporaires ou même des refus d'entrée pour un futur voyage. Conseil numéro 3. Optez pour les bonnes méthodes de paiement et pourboire. En Europe, les cartes bancaires sont acceptées presque partout, mais pas à 100%. Les petits marchés, certains stationnements, les toilettes publiques peuvent exiger du comptant. Dans les villages ou zones rurales, c'est encore très fréquent. Côté pourboire, ça varie énormément d'un pays à l'autre. En Espagne, on laisse souvent quelques pièces. En France, le service est inclus. Parfois, on ajoute 5 % si le service est exceptionnel. En Allemagne, en Autriche, c'est entre 5 et 10 %, alors qu'en Italie, il peut y avoir un coberto, comme appelé, qui est ajouté à la facture et le pourboire est alors symbolique. Un piège courant aussi, les terminaux qui proposent de payer dans votre devise. Donc, choisissez toujours la devise locale
parce que sinon, vous pouvez perdre facilement entre 5 et 10 sur le taux de change. Moi-même, je me suis déjà fait avoir et j'ai choisi CAD par réflexe. On voit notre drapeau et on clique. Et le repas à 50 € finit par nous coûter en fait 10 de plus. Privilégiez aussi les guichets des banques officielles plutôt que les distributeurs indépendants qui facturent souvent des frais supplémentaires. Retirez des montants un peu plus gros pour réduire les frais fixes et si vous voyagez longtemps, pensez à une carte multidevises comme la carte Wise. Quatrième conseil maintenant, prévoir ses transports et ses bagages. L'Europe, c'est le royaume du train. Le réseau ferroviaire est dense, rapide et vous permet de traverser plusieurs pays dans la même journée. Mais faites attention, parce que certains trains exigent des réservations obligatoirement, comme le TGV en France, les AVE en Espagne ou les Eurostar. Même avec une passe, vous allez devoir réserver. C'est certain que pour les bagages, les règles sont plus souples qu'en avion, mais certaines compagnies imposent un nombre ou une taille maximum sur les bagages. Certains trains à grande vitesse disposent de zones de chargement spécifiques et le contrôle est parfois strict. D'où l'importance de bien s'informer avant de partir. Si vous prévoyez de vous déplacer souvent dans les transports en commun avec vos bagages, privilégiez des valises plus légères et plus maniables. Les escaliers dans les gares, les couloirs étroits, les quais, les rames bondées peuvent vite rendre vos bagages agaçants et vraiment pas pratiques. Je vais vous donner un exemple. Je suis allée en vacances avec ma mère sur la côte amalfitaine et elle avait apporté avec elle un carry-on et un gros bagage. Monter et descendre des autobus bondés et embarquer, débarquer des autobus est devenu vite encombrant et a rendu le trajet très épuisant. Donc, dans ce genre de voyage, un seul bagage compact aurait été vraiment plus pratique. Aussi, certains pays comme l'Allemagne ou l'Italie, il ne faut pas oublier de valider ses billets avant de monter, que ce soit dans les bancs de la gare ou sinon sur le quai. Sinon, c'est une amende garantie. En terminant, on vous recommande de vérifier les règles de bagages et de réservation avant de planifier votre trajet et de télécharger ou imprimer, si vous êtes plus papier, vos billets et cartes hors ligne pour éviter les problèmes de connexion en gare. Cinquième conseil, repérer les pickpockets. L'Europe, c'est globalement sûr pour voyager, mais il y a des zones où il faut être particulièrement attentif, que ce soit les métros bondés, les grandes gares, les sites touristiques vraiment fréquentés comme la Tour Eiffel, le Colisée à Rome, la Sagrada Familia à Barcelone ou la Grande Place de Bruxelles. Les pickpockets utilisent dans le fond tout le temps la même méthode, la distraction. Ça peut être quelqu'un qui renverse un café sur vous, une personne qui fait tomber des pièces de monnaie ou qui vous tend une pétition à signer. Alors que votre attention est ailleurs, un complice en profite pour fouiller vos poches ou encore ouvrir votre sac. Les mesures de prévention sont simples mais efficaces. Portez votre sac en bandoulière devant vous, pas dans votre dos. Gardez vos papiers importants dans une poche intérieure ou dans une pochette sous vos vêtements. Ne sortez pas tous vos moyens de paiement en même temps et un petit détail qui change tout. Ajoutez un mousqueton ou un petit cadenas à la fermeture éclair de votre sac. Ça ne paraît pas, mais ça ralentit énormément un voleur. Notre conseil, même si vous vous sentez en sécurité, restez attentif dans les foules. Et si possible, laissez votre passeport et vos grosses sommes d'argent dans le coffre de l'hôtel. Sortez seulement ce dont vous avez besoin pour le jour. Sixième conseil, souscrire à une assurance voyage et santé. Un autre point que beaucoup de voyageurs négligent, c'est l'assurance voyage. Pourtant, pour un séjour en Europe, c'est absolument essentiel. Les soins médicaux à l'étranger coûtent cher et la carte provinciale ne couvre rien à l'extérieur du Canada. Pensez à bien vérifier votre couverture. Certaines cartes de crédit offrent une couverture de 15 à 21 jours. Si vous partez plus longtemps, ça ne suffira pas. Un autre point, c'est de lire attentivement les exclusions. Si vous prévoyez faire du ski, de la randonnée ou même louer un scooter, assurez-vous que c'est couvert et gardez une copie de votre police avec vous, en papier ou en version numérique. Et petite précision, voyager sans assurance ou avec une couverture incomplète est une des erreurs les plus fréquentes commises par la voyageur. Septième conseil maintenant, s'informer sur les horaires et les jours fériés. En Europe, la vie quotidienne ne suit vraiment pas le même rythme qu'au Québec et ça peut vraiment surprendre. T'as raison, les horaires de repas, par exemple, en Espagne, en Italie, en Grèce, les restaurants n'ouvrent parfois pas avant 20 heures pour le souper. Alors que dans le nord de l'Europe, comme en Allemagne ou en Scandinavie, on peut souper dès 18 heures. Autre différence, les fermetures des commerces. Dans plusieurs pays, les magasins ferment le dimanche et en Espagne, au Portugal ou même en France, beaucoup ferment aussi en milieu de journée pour la pause déjeuner. Ajoutez à tout ça les jours fériés, les fêtes locales qui varient non seulement d'un pays à l'autre, mais parfois d'une ville à l'autre. Les musées, les commerces et les restos peuvent
aussi être fermé lors des fêtes religieuses et en Espagne, il y en a beaucoup. Oui, je me souviens de notre première fois à Séville, la cafetière de l'appartement qu'on avait loué ne fonctionnait pas. Il y en a gentiment offert d'aller me chercher un café au coin parce qu'on va se le dire, moi sans café, je suis vraiment pas fonctionnelle. Eh bien, même s'il était presque 9 h du matin, comme c'était un dimanche, il n'y avait rien d'ouvert, même pas le McDo. Donc, notre conseil, avant vos déplacements, regardez le calendrier local des jours fériés et si vous prévoyez une journée de magasinage, évitez le dimanche. 8e conseil maintenant, réservez les attractions et les activités en avance. Certaines attractions en Europe sont tellement populaires que si vous attendez d'être sur place, vous risquez juste de ne pas y aller du tout. Ouais, par exemple, l'Alhambra de Grenade, les billets peuvent être complets 2-3 mois à l'avance. La Sagrada Familia à Barcelone en haute saison, c'est impossible d'avoir un billet le jour même, voire même la semaine même. Les musées du Vatican à Rome, des files interminables si vous n'avez pas réservé. Même pour le Sky Garden à Londres, qui est gratuit, les billets en ligne partent en quelques minutes, un mois à l'avance. Pourquoi réserver à l'avance? C'est pour éviter la déception, pour gagner du temps et profiter des horaires plus agréables comme tôt le matin ou en fin de journée. En effet, aller à la Grenade sans voir l'Alhambra, c'est vraiment décevant. Conseil pratique, regardez les sites officiels plusieurs semaines avant votre départ. Bloquez vos billets pour les attractions majeures avant de réserver votre hébergement, surtout si la visite est le point central de votre voyage. Pour les activités gratuites qui ont des horaires très limités, mettez un rappel dans votre calendrier pour être sûr d'avoir votre place. Même pour les sites moins connus, réserver à l'avance peut parfois vous donner accès à des tarifs réduits ou encore à une entrée coupe-fil. Quand on voyage en Europe, chaque journée compte. Perdre une demi-journée à attendre, c'est frustrant. Avec un peu d'organisation, vous maximisez votre temps pour ce qui compte vraiment. Profitez et savourez de chaque instant. Conseil numéro 9 maintenant, télécharger des applications, des outils pratiques. Aujourd'hui, les bonnes applications peuvent vraiment transformer un voyage en Europe. Pour la navigation, Google Maps est un classique. Il est aussi excellent parce qu'il permet de télécharger des cartes pour une utilisation hors ligne. Parfait si vous n'avez pas de données cellulaires. Pour la langue maintenant, ChatGPT, c'est vraiment un indispensable. Par contre, on ne peut pas l'utiliser hors ligne. Sinon, il y a Google Translate qui est super pratique pour traduire un menu ou un panneau. Petite astuce, téléchargez-le avec les langues nécessaires avant de partir pour pouvoir l'utiliser hors ligne. Côté transport urbain maintenant, Citymapper est un incontournable dans les grandes villes. Et Rome to Rio est parfait pour planifier des trajets entre deux destinations avec des options de train, de bus, d'avion, de bateau, de voiture. En plus, il permet d'avoir une estimation du prix et du temps. Pour les restos, pensez à The Fork ou Open Table pour réserver parfois avec des rabais même sur ces applications-là. Un dernier conseil pratique, téléchargez vos applications avant de quitter le Canada. Activez les options hors ligne, organisez-les dans le même dossier sur votre téléphone pour être capable de les retrouver super facile. 10e et dernier conseil, profitez de la détaxe. En tant que voyageur hors Union européenne, vous pouvez parfois récupérer une bonne partie de la taxe payée sur vos achats. Oui, mais attention, juste avoir la facture, c'est pas suffisant. Vous devez demander le formulaire officiel de détaxe au moment de l'achat et le faire étamper. Chaque pays a son propre montant minimum. En Espagne, par exemple, c'est autour de 90 €. Sachez que vous devez demander la détaxe dans chaque pays distinct. Donc, si vous allez en France, puis ensuite en Espagne, vous devez demander la détaxe en France, puis en Espagne. Je vous raconte un petit fait cocasse. À Barcelone, on a fait la file pendant 1h30 à l'aéroport pour finalement se faire rembourser 20 $. Pourquoi? Parce qu'on n'avait qu'un seul formulaire correctement rempli. Le reste, c'était juste des factures. Depuis ce temps-là, on passe toujours au comptoir de détaxe des grands magasins comme le Corte Inglés. Ils vous préparent le formulaire, ils le tamponnent, puis à l'aéroport, vous avez juste à le mettre dans la boîte prévue à cet effet. Pensez à arriver un peu plus tôt à l'aéroport parce qu'il faut parfois faire tamponner vos formulaires avant l'enregistrement des bagages. Conservez vos articles non utilisés au cas où la douane voudrait les vérifier. Sachez aussi que certaines compagnies de détaxe traitent même les remboursements directement par virement ou carte de crédit après le dépôt du formulaire. Donc, en rafale, nos conseils, on vous recommande de toujours demander le formulaire officiel au moment de l'achat, surtout pour les achats qui sont vraiment coûteux. Organisez aussi vos reçus et vos formulaires dans une petite pochette pour éviter de les perdre. Conservez vos articles que vous n'avez pas utilisés, que vous n'avez pas portés pour pouvoir les présenter à la douane si on vous le demande. Aussi, si c'est possible, privilégiez les remboursements par carte ou par virement, c'est vraiment plus rapide. Ouais, voyager en Europe, c'est vraiment magique, mais ça demande un petit peu de préparation. En appliquant les conseils qu'on vous a donnés, vous avez déjà une bonne longueur d'avance. Vous allez voyager plus léger, plus serein et surtout, vous allez profiter à fond. Les conseils qu'on vous a donnés, c'est pas des règles vraiment compliquées. C'est surtout un kit de survie pour voyager plus intelligemment et éviter les frustrations. Et comme ça, vous gardez le meilleur, les découvertes, les rencontres et le plaisir de vivre votre voyage à 100%. On veut savoir, quel conseil de cette liste va vous être le plus utile?
Avez-vous une astuce à partager avec la communauté qui pourrait améliorer un voyage en Europe? Si cette vidéo vous a été utile, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains conseils voyage. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram pour profiter de toutes nos promos, inspirations et astuces exclusives. Tous les liens sont dans la description. Et avant votre prochain départ, pensez à télécharger la liste de voyage, notre guide pratique et indispensable pour ne rien oublier avant, pendant et après le départ. Avec cette checklist complète, partez vraiment l'esprit tranquille. Le lien pour obtenir votre copie gratuitement est juste en dessous dans la description. Hasta luego!